Comment ça marche puis combien ça coûte la van life? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Aujourd'hui, je vous parle de mon expérience. J'ai passé ma vie à essayer de rentrer dans le cadre, de faire ce qu'on attendait de moi. Puis j'ai compris, je suis pas faite pour rentrer dans une seule case. Ici, on va parler de voyage, de destination, de vie de nomade, de liberté, de réalité qu'on ne montre pas toujours, puis de tout ce qu'on porte en nous quand on décide enfin de vivre comme on l'entend. Bienvenue dans Geneviève Voyage, entre escale et inspiration, le podcast d'une conseillère en voyage nomade qui refuse encore de rentrer dans la boîte. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis nomade à temps plein depuis le 26 octobre 2020, précisément, jour où j'ai quitté mon appartement de la rue Loyola à Québec, dans une van à moitié construite, même un peu moins que la moitié, et j'étais plus qu'heureuse. Je prenais la route à ce moment-là pour Bécomo, chez mon frère, pour aller continuer la construction. Être nomade, ça a été un processus, dans mon cas, qui a été quand même assez rapide parce que c'est quelque chose que j'avais rêvé toute ma vie et que j'avais commencé à monter le plan en 2019. Donc, j'avais vraiment un plan, magasiner les matériaux, commencer à prendre l'information, tout ça en 2019. Mais tout a été beaucoup plus rapide que prévu. Et j'ai compris aussi quand je suis devenue nomade que j'ai dû faire les changements auprès du gouvernement, tout ça. Donc, être nomade au Québec, c'est vraiment vivre dans une zone grise. C'est vraiment ça. Faire les changements d'adresse, c'est compliqué. Moi, j'ai un casier postal, mais un casier postal, ça ne fonctionne pas comme adresse. Donc, officiellement, j'ai dû mettre l'adresse chez mes parents parce que niveau légal, t'as pas le choix d'avoir une adresse. T'as pas le choix d'avoir un lieu où se référer. Et j'ai fini par comprendre pourquoi, là. C'est que si tu as un accident ou quelque chose, ça prend un lieu physique pour aller voir les personnes ou se référer pour aviser ou quoi que ce soit. Faire mes changements d'adresse, là, ça a été de longues journées parce qu'à cette époque-là, je savais pas que c'était pas possible de ne pas avoir d'adresse. Et je vous dirais que la SAC, la fameuse SAC, SAAQ, Société d'assurance automobile du Québec, ça a été quelque chose. Pour faire une histoire courte, après 1 heure et demie au téléphone, quand la dame me disait que ça me prenait absolument une adresse et que j'essaie d'y expliquer mon cas, que je n'avais pas d'adresse, j'ai fini par dire, comme en joke, écoutez, madame, vous êtes en train de me dire que je peux vous donner n'importe quelle adresse de n'importe qui que je ne connais pas. Tant que vous, dans votre dossier, vous avez une adresse, c'est correct. Et elle m'a répondu, oui, c'est un peu ça, madame. J'ai semi-tilté et j'ai dit, je n'accepte pas cette situation, je vais revenir vers vous plus tard. J'ai raccroché et finalement, c'est quelqu'un que je connais qui travaille à SAC, qui m'a aidé, qui m'a expliqué que ça prenait une adresse où se référer et qu'on pouvait avoir une adresse comme moi, l'adresse chez mes parents, mais l'adresse postale, c'est mon casier postal. Donc, j'étais tombée sur une incompétente, mais vraiment, être nomade au Québec, c'est plein de zones grises comme ça. Préparez-vous. Donc, on commence ça, on veut savoir combien ça coûte. Ça, c'est la question qui revient tout le temps. Moi, je vis dans un RAM ProMaster 2500 2020 que j'ai acheté en juillet 2020. Donc, premier été de la pandémie. On sort d'un hiver de confinement. On ne sait pas encore comment l'économie va aller. Tout le monde, on peut pas sortir du Québec. Tout le monde se garoche, veut faire du camping, tout ça, mais on est encore beaucoup dans l'incertitude. Moi, quand j'ai commencé à magasiner, je savais pas si j'allais m'acheter une van déjà construite, une van neuve. J'étais prête à acheter une van usagée puis faire la construction là-dessus. Et rapidement, j'ai compris que j'aurais pas le choix de m'acheter une van neuve et faire la construction moi-même. Parce que acheter une van déjà construite, le prix était exorbitant. C'était pas possible pour moi. Acheter une vanne usagée, ben les vannes cargo, là, un peu comme c'est une vanne genre livraison Amazon. Il y en avait pas tant que ça sur le marché, usagé. Ce qu'il y avait, c'était des Mercedes Sprinter. Ça avait 100 000 kilos, ça valait 50 000 piastres. Fait que, puis j'avais pas envie d'avoir un Mercedes parce que si on a un problème sur la route, un problème mécanique, c'est pas tous les mécaniciens qui font les réparations. Et j'ai vu beaucoup, là, je m'étais mis sur les groupes, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient pognés stock dans un parking de garage aux États-Unis, dans un petit village, à attendre 3 semaines la pièce, puis qui avaient fini par trouver un mécanicien qui acceptait de faire la réparation. Donc, j'avais pas envie de m'embarquer là-dedans.
Donc, mes deux choix se limitaient au Ram ProMaster ou au Ford Transit. À l'époque, je voulais savoir des Ford. Mon père m'a inculqué cette chose-là dans ma tête depuis un très jeune âge, que les Ford, c'était pas des bonnes voitures. Je veux pas partir de débat, là. Mais mon père, c'était pas un gars de Ford, c'était un gars de Toyota, Mazda, tout ça. Donc, ça prenait du japonais. Fait qu'on n'achetait pas du Ford chez nous. Fait qu'il m'a mis ça dans la tête. Fait que je voulais pas acheter un Ford Transit. Ça fait que finalement, rapidement, puis en lisant des commentaires, tout ça, le Ram ProMaster est fait beaucoup plus carré. Donc, pour une autoconstruction, c'était plus facile. Cela dit, si c'était à refaire aujourd'hui, si j'avais à me racheter une vanne aujourd'hui, c'est un Ford Transit que j'achèterais. Pourquoi? Parce qu'ils font le modèle 4x4. Moi, quand j'ai magasiné, je voulais pas avoir 4x4. Je me disais, c'est pas utile. J'irai pas partir en expédition, en forêt, tout ça. Mais finalement, t'as pas besoin de faire de ben grosses expéditions pour que le 4x4 soit pratique. Plusieurs fois au Mexique, j'aurais aimé ça, avoir un 4x4. Fait que, et le ProMaster ne se fait pas en 4x4. Ça fait que, si c'était à refaire, si un jour je change de vanne, je vais acheter un modèle 4x4 et comme je veux pas un Mercedes, ben c'est le Ford Transit. À moins que éventuellement qu'il y ait un autre modèle de van cargo qui sort puis qu'ils le font en 4x4, j'opterais pour cette option-là. Donc moi, ma vanne, je l'ai payée combien? Juillet 2020, on ne savait pas encore comment l'économie allait aller. Il n'y avait pas encore les manques là, de véhicules, hein, parce qu'il y a eu comme des pénuries là, de voitures, de pick-up, tout ça. Moi, juillet 2020, on savait pas encore qu'est-ce qui allait se passer avec notre économie et les vendeurs d'automobiles avaient peur de rester pris avec leur stock. Fait que moi, j'ai eu plein de promotions. Premièrement, là, attention, attachez vos trucs. J'ai payé la vanne vide, Ram ProMaster 2020, pas de fenêtre, là, un modèle vraiment très, très livraison, 35 000 $. Aujourd'hui, si tu vas magasiner la même chose que moi, ce que j'ai vu sur Internet, c'est à partir de 58 000 $ pour la même canne. OK? J'appelle ça une canne parce que c'est une boîte de métal. Fait que 35 000 $ et j'ai eu une promotion sur la garantie prolongée. Je pense qu'ils me donnaient l'anti-rouille là, à vie, gratuit. J'ai vraiment eu plein, un taux d'intérêt super intéressant parce qu'on savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Ça, quelques mois plus tard, ça n'existait plus. Fait que 35 000 $ pour la vanne vide. Une canne vide qui, à l'été 2020, j'ai juste mis un matelas gonflable dedans, un petit meuble Ikea. La construction là était pas, j'allais pas commencer la construction tout de suite, fait que je voulais quand même en profiter. Et c'était mon seul véhicule là, parce que j'avais pas d'autres véhicules. J'ai changé, j'avais une Dodge Grand Caravan avant que j'avais acheté l'été d'avant, j'avais mis un trop de love dedans. Fait que j'ai vendu la Dodge Grand Caravan, tout inclus, là, avec tout le stock dedans. Ça s'est passé en moins de 24 heures. Ça fait que tout s'est passé super vite. C'était pas prévu que j'achète la vanne aussi rapidement, mais j'ai été chez le concessionnaire. La vanne, il devait l'avoir juste à l'automne. Finalement, il l'a reçu en juillet. Je suis allée l'avoir le vendredi. J'ai dit, parfait, c'est ce qui me convient. Et là, il m'a dit, j'ai compté une petite menterie. Parce que il m'a dit, Geneviève, écoute, si tu veux, je peux te la bloquer pour la fin de semaine. On est fermé en fin de semaine, mais on est sûr que personne dans le système ailleurs au Québec va pouvoir la vendre. Je te demande pas de dépôt dessus. Et j'y ai dit, en fait, ma menterie, c'est que j'ai dit que j'avais mis ma Dodge Grand Caravan à vendre et qu'il y a quelqu'un le lendemain qui devait venir la voir, la visiter, si on peut dire ça de même, ce qui était pas vrai. Fait que il m'a dit, bon, mais parfait, vérifie avec la personne demain. Je te bloque ça pour la fin de semaine, puis reviens-moi lundi matin, première heure, pour me dire si tu apprends ou pas. Si tu apprends pas, c'est pas grave, j'enlève la réservation dessus, puis elle va être ouverte pour tout le monde. Fait que parfait, je suis arrivée chez nous, j'ai fait le ménage de ma Dodge Grand Caravan, j'ai mis ça sur Marketplace le vendredi à 4 heures. J'ai passé ma soirée à gérer des messages. J'avais une liste d'attente des gens qui voulaient me faire des transferts d'argent immédiatement pour l'avoir, ce que j'ai refusé. Et le samedi matin, 11 heures, la vanne était vendue, c'était réglé. Moi, j'étais au bon endroit, au bon moment, et la vie savait que je devais être nomade. Si on peut le voir comme ça, si on y croit ou pas, là, moi, j'y crois parce que tout, c'est vraiment aligné, super facile, super agréable. Ça fait que j'ai appelé le vendeur le lundi matin pour lui dire, écoute, je la prends ta vanne, ma vanne est vendue. Ça fait que le jeudi d'après, je pense, on passait au garage pour faire la transaction de ma caravane avec le gars, que j'achète la vanne, tout ça. Ça fait que tout s'est passé super rapidement, facilement.
Après ça, construire. Hein. La construction, ça, c'est un autre projet. En 2019, quand j'ai fait mes estimations, j'avais parlé avec une fille que je connaissais, que j'avais vue sur Facebook, qui, elle, avec son chum, avait acheté une Mercedes Sprinter et qui avait fait la construction. Puis j'avais demandé, je peux-tu te demander, ça t'a coûté combien, tout ça? Puis elle m'avait dit, ben, elle dit, nous, on est allé peut-être dans des trucs un peu plus de luxe, fait que ça nous a coûté à peu près 20 000 la construction, à part la vente. Hein. Fait que j'ai été magasinée, tu sais, 2019 là, puis début 2020, j'ai été dans les quincailleries, j'ai magasiné sur internet, voir les prix, tout ça, je m'étais fait des listes et ça fonctionnait dans le 20 000. Là. Ça fonctionnait dans le 20 000 pour construire avec tu sais, l'électricité autonome, tout ça. 2020, ben là, l'explosion des coûts, ça fait que je vous dirais que je m'étais monté un beau tableau Excel, puis j'avais commencé à inscrire toutes mes dépenses. Puis à un moment donné, moi, je suis pas super forte en Excel. À un moment donné, le tableau Excel a planté. Ben, j'ai eu un problème. En tout cas, ça calculait plus, ça marchait plus, je sais plus quoi. J'étais rendue à 12 000 puis j'ai juste arrêté de rentrer mes montants parce que je me suis dit, de toute façon, je vais le payer quand même. Je m'étais ouvert une marge de crédit pour la construction parce que j'avais pas le 20 ou 30 000 là, pour payer de ma poche. J'ai pas vendu de maison ou quoi que ce soit. Ça fait que j'avais pas de un cash down là, à mettre là-dessus, si on peut dire, un peu comme une maison. Fait que j'avais pas ça. Ça fait que je me suis ouvert une marge de crédit. C'est ce qui était le plus facile, accessible avec le meilleur taux. Et j'ai payé là-dessus. Ça fait que j'ai arrêté de compter à 12 000 Mais par contre, je peux vous dire que j'estime à peu près, j'ai arrêté de compter à 12 000 et avec la marge de crédit, tout ça, je suis entre 25 et 30 000 que ça m'a coûté pour la construction. Là-dessus, ça inclut tout. Là. Donc, le système électrique, le chauffage, l'isolation, tout est construit en bois. Donc, tu sais, les murs, tout ça, le frigidaire, lavabo, tout ça. Tu sais, vraiment, là, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la vanne, la construction, j'ai tout fait moi-même avec l'aide de mon père et mon frère parce que j'ai eu besoin d'aide. Je ne pouvais pas faire ça tout seul. Merci, je les remercie grandement de m'avoir aidé. Si ça n'avait pas été là, ça aurait pas été possible. Donc, à peu près entre 25 et 30 000. Puis d'après moi, je suis comme plus proche du 30 000 que du 25 000. Selon moi, je pense. Mais après ça, je ne le saurai jamais parce que j'ai plus toutes les factures, j'ai éliminé ça. Je voulais pas je voulais pas le savoir, mais tu sais, à un moment donné, tu décroches, là. Puis c'est que tout coûte plus cher, hein. J'ai été chanceuse, je me suis fait donner des choses, dans le sens que mes armoires sont toutes faites en bois, en pin. Et puis, ça, c'est du bois que mon neveu s'était acheté une maison, il y avait des planches de pin qui traînaient, puis il m'avait dit, ma tante, si tu les prends pas, moi, ils vont finir dans le poêle à bois. Fait que je les ai ramassés, j'ai donné ça à mon père. Mon père travaille très, très bien le bois, il fait des meubles, tout ça, donc il m'a fait mes portes d'armoire avec ça. Fait que, tu sais, j'ai économisé beaucoup, là, à ce niveau-là. Je me suis fait donner pas mal de bois. Mon père avait aussi déjà du bois. Ça fait que ça, beaucoup d'économies à ce niveau-là. Mais tu sais, un frigidaire 12 volts, ben, le premier que j'avais choisi, il valait 1600 pièces plus taxes. Finalement, je suis retournée parce que je voulais pas avoir un mini frigidaire, je voulais avoir un congélateur. C'était important pour moi parce que dans ma vie au quotidien, vu que je vis dedans l'année, c'est une fin de semaine, je pas besoin de congélateur, mais dans ma vie, j'ai besoin d'avoir un congélateur, donc ça me prenait un frigidaire un peu plus gros. Fait que finalement, on en a trouvé un autre modèle qui était 1200, 1300 à peu près. Fait que j'ai réussi à économiser un petit peu là-dessus. Lavabo, ben ça prend un tout petit lavabo. Si tu prends un lavabo de bar, là, tu sais, ben ça vaut 200, 250 pièces. Ben moi, j'ai été au Ikea, j'en ai trouvé un à 50 pièces. Fait que j'ai économisé, tu sais, j'ai pas été dans le plus haut de gamme, mais quand je pouvais économiser, je prenais le temps de magasiner, puis tu sais, j'ai acheté bien des affaires chez Canac, ça coûtait moins cher qu'à d'autres places, que dans d'autres quincailleries. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Le système de chauffage. J'ai un Webasto qui est branché directement dans ma tank à gaz. Moi, je voulais être 4 saisons, fait que ça me prenait un bon système de chauffage, une bonne isolation. Ça, si je me souviens bien, le système de chauffage, on doit être pas loin du 5000. J'avais acheté un gros système de chauffage parce que s'il fait moins 30, tu veux que ça fournisse. Il y en a des Chinois, là, pas chers, mais moi, mon chum, quand on s'est rencontrés chacun avec nos deux vannes. Lui, il avait une version chinoise, moi, j'avais le vrai. Et lui, à moins 20, il faisait fret dans la vanne. Moi, c'était très chaud. C'était comme vivre dans une sécheuse. Une canne de métal avec de l'air chaud qui pousse. Fait que ça, le système de chauffage, ça en prend un bon si on prévoit là, rester dedans beaucoup. Fait que ça, c'est assez cher.
3 et 5 000, là, j'ai plus le prix précisément. Le frigidaire, ben, c'est 1 200. Système électrique, panneaux solaires, batterie, puis moi, ben, ça charge quand je roule aussi. Ça fait qu'on n'est pas loin du 5 000 d'électricité, si je me souviens bien. Moi, au départ, j'avais des systèmes de batterie AGM. J'ai switché cette année pour du lithium parce que j'ai été mal conseillée à la base. J'aurais dû avoir du lithium dès le départ. Batterie AGM, ça n'avait pas assez de jus pour mon utilisation que j'en faisais. Fait que j'ai brûlé 2 sets de batterie AGM en 4 ans. Tu sais, j'ai été obligée de changer aux 2 ans. Cette année, là, je me suis tannée, ça fait que j'ai acheté une batterie lithium. Ça coûte 1600 pièces, puis c'était pas la plus chère. J'ai demandé une version un peu plus cheap, entre guillemets. Sinon, c'était 2000 pièces. Fait que sur une vanne, quand tu vis dedans, quand il y a quelque chose qui brise, ça part à coût de 1000 pièces. Fait que t'as pas de paiement d'hypothèque, mais tes trucs, quand ça brise, quand tu dois changer, tout coûte plus cher. Puis tu dois apprendre à te débrouiller parce que t'as pas toujours quelqu'un qui est là pour t'aider. Hein? Tu développes beaucoup, beaucoup, beaucoup tes habiletés. Moi, mon système électrique, si j'ai quelque chose qui marche pas, je sais comment il marche, je sais qu'est-ce qu'il y a. Je suis pas spécialiste, mais je sais où à regarder, puis j'ai une bonne idée, puis j'ai mon plein électrique que je sors, puis OK, ça, là, ça charge pas, telle affaire, OK, c'est peut-être ça. Moi, j'ai déjà eu ce problème-là, j'ai juste enlevé la fuse, puis finalement, ça marche. Fait que, tu sais, on apprend à se débrouiller, puis ça, tout le monde, même si t'es pas manuel, t'apprends à te débrouiller. T'as pas le choix. Fait que, en gros, la vente, c'est, le système, l'eau. Moi, toutes les réservoirs sont intérieurs parce que comme je voulais vivre dedans à l'année, que je savais que peut-être que j'allais l'utiliser durant l'hiver, pour pas que ça gèle, tout devait être complètement à l'intérieur. Fait que mon réservoir d'eau claire là, est en dessous du lit. J'ai un petit réservoir d'eau grise sous le lavabo que je vide là, dans une toilette. Ça fait que c'était facile. Ma toilette, elle, c'est une toilette au compost. Fait que j'ai pas de d'eau que ma toilette utilise. Fait que c'est facile à gérer. C'est un système de séparation, en fait, là. Pour y aller simplement, ça sépare le liquide du solide. C'est de même. C'est ça. Fait que c'est plus facile à gérer. Peut vider ça dans une toilette facile. J'ai un système d'eau chaude pour ma douche qui chauffe avec le Prestone lavande. On a dévié le Prestone du moteur qui se trouve à passer dans mon système de chauffe-eau et puis ça chauffe mon eau en roulant. Sinon, je peux aussi le faire marcher là, électrique. Fait que si j'ai pas roulé dans la journée, je pars mon chauffe-eau électrique puis j'ai de l'eau chaude pour prendre ma douche le soir. En gros, c'est pas mal ça, je pense. À peu près, là, la technique, tu sais, de qu'est-ce que j'ai. Vivre dans une vanne, ben, c'est vraiment, c'est vivre dans un petit espace. Moi, c'est à 19,8 pieds de long, donc la longueur d'un gros pick-up. Vivre dans une vanne, c'est ne pas vivre dans la vanne, mais vivre à l'extérieur de la vanne, parce que même si tu es bien dans un petit espace, ça reste que hein, tu veux vivre à l'extérieur. Et faire la construction, ben c'est vraiment, tout est une question de compromis. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est le moins pire ou le mieux, hein, dépendamment de comment tu le vois. Moi, je voulais absolument avoir un lit à temps plein, un vrai matelas. Je voulais pas avoir une banquette que j'allais convertir en lit, dormir sur des coussins. Fait que ce qui fait que là où je suis assise, c'est mes bancs conducteurs et côté passager qu'on a mis des swivels là, pour les tourner avec une table qui est amovible. J'ai pas de banquette. Puis encore là, en mettant une douche, ben c'était le compromis que c'était encore moins possible de mettre une banquette parce qu'il y en a qui ont des petites banquettes. Fait qu'en mettant une douche, je voulais absolument avoir une douche parce que je suis une fille seule qui allait voyager seule et je voulais avoir l'option de me laver à tous les jours et je voulais pas courir les gyms ou tu sais les truck stops ces affaires-là parce que ça m'est déjà arrivé aux États-Unis, non au Canada. Quand j'ai traversé le Canada quelques fois, de rentrer dans un truck stop et dire moi je me lave pas ça, je me sentais absolument pas en sécurité. Fait que je disais OK, je vais aller réfléchir, je reviens, ça sera pas long, puis je suis jamais retournée. Fait que j'étais bien contente d'avoir ma petite douche. C'est pas une douche qui est très très satisfaisante parce que là quand même tu as un réservoir d'eau. Faut que tu faut que tu penses à tout dans une vanne. Tu penses à ta consommation d'électricité et ta consommation d'eau. Fait que prendre une douche, tu te prélasses pas sous la douche. Tu te laves, point. Puis, moi, j'ai opté pour la vanne parce que justement, je voulais pouvoir passer de la cabine à mon milieu de vie à l'intérieur. S'il y a quelque chose qui arrive, j'ai juste besoin de m'asseoir au volant
puis je pars. Versus un campeur porté ou autre chose, faut que tu sortes à l'extérieur. Moi, je pensais toujours sécurité. Je suis une fille qui voyage toute seule, ça fait que je veux que ça soit facilement accessible. Au début, quand je voyageais, si je me stationnais à une place gratuite ou que tu sais pas trop, tu connais pas l'environnement autour, mon espace conducteur était toujours prêt à partir. Quand je me couchais le soir, tout était comme ramassé. Si je dois partir rapidement, je suis prête. Toujours dans une position prête à sortir du stationnement et à partir. Fait qu'il y a vraiment une notion de sécurité là, que je pensais tout le temps. Après ça, si on continue à parler d'argent, c'est quoi les principales dépenses? Ben, premièrement, c'est l'essence. Ça coûte beaucoup plus d'essence que ma voiture que quand quand j'étais pas nomade, dans le fond. Parce que, ben là, ça, je consomme en moyenne 16 litres au 100, à peu près. C'est à peu près la même consommation qu'un pick-up. C'est comparable, dépendamment, là. Fait que je vais jouer entre 15 à 17 litres au 100, dépendamment c'est quoi mes affaires. Là, présentement, j'ai vérifié juste avant d'enregistrer. Je suis en Gaspésie. Je suis à 15 litres au 100. Mais on s'entend, je suis dans le parc Forion. Je roule à peu près 40-50 km/h. Fait que je dépense moins que si je fais de la route puis que là je roule plus vite, tout ça. Ça fait que mais j'ai pris conscience de ma vitesse que je roule parce que rouler à 120, ça dépense plus que rouler à 100. Puis quand tu passes tes journées sur la route, ben c'est une réflexion que tu dois avoir, que tu veux avoir parce qu'à un moment donné, tu sais, l'argent sort pas mal là. Au niveau de l'essence, quand tu arrêtes de gazer 3 fois dans une journée, là, c'est ça. Tu y penses. Tu y penses à ta consommation d'essence. Après ça, les assurances. Moi, ça me coûte à peu près 1500 pièces d'assurance par année. Attention, ce n'est plus toutes les assurances. Ce n'est pas toutes, et encore moins aujourd'hui, toutes les assurances qui couvrent pour une autoconstruction comme j'ai fait. Moi, il y a un assureur maintenant l'assurance que j'ai qui accepte l'autoconstruction. Puis je pense que maintenant, ils le font plus. C'est juste les dossiers qu'il y avait déjà qui acceptent encore. Fait à peu près 1500 pièces et là-dessus, j'ai une assurance responsabilité civile, une genre d'assurance nomade pour des biens personnels et responsabilité civile parce que sinon, vous autres, avec votre maison, vous avez ça avec vos assurances de maison. S'il arrive quelque chose à quelqu'un sur votre terrain ou quoi que ce soit, vous avez une assurance responsabilité civile. Mais moi, là, comme j'ai pas de maison, ben c'est ça. Ça me prend une assurance. Ça, c'est 250 pièces par année là, qui est inclus dans mon assurance. Fait que ça, j'ai une bonne assurance. J'ai dû faire évaluer la vanne par un professionnel. Donc, il y a un gars qui est venu, ça y a pris 1 heure et quelques, tout vérifier, prendre des photos partout. Il a monté un gros rapport et ma vanne a été évaluée pour une valeur de 85 000 $, donc plus haut que ce que j'ai payé. Fait que j'ai même eu une petite pensée à un moment donné, je me suis dit, oh, mon Dieu, si je me la faisais voler, hein, je ferais une petite pause d'argent. Mais non, parce que sinon, j'en aurais pas d'autres bandes, ça se trouve pas. Fait que, mais tu sais, juste le petit flash, là, quand tu vois le montant, c'est comme, oh, 85 000 $ quand même. Et en fait, avec la dépréciation, la façon que ça fonctionne, ce qu'on m'a expliqué, c'est que si j'avais un accident aujourd'hui, comment ça fonctionne pour le genre de valeur à neuf ou à peu près là, quel montant qu'ils vont me donner, c'est qu'ils vont vérifier sur le marché des vannes comme les miennes. Donc, un Ram ProMaster 2500, 2020, avec une construction à l'intérieur, autoconstruction, combien ça vaut, combien ça se vend, et c'est ce montant-là qui me donnerait. Fait que c'est de même que ça marche. Fait que moi, je suis très satisfaite avec ces conditions-là d'assurance. Je peux aller aux États-Unis. Si on va au Mexique, ça prend une assurance à part. Puis ça, c'est pas juste mon assureur. Là. Il y a aucune assurance au Québec qui couvre pour le Mexique. Ça fait que ça, en allant au Mexique, ça prend quelque chose de plus. Puis si tu choisis le montant, et écoute, mon Dieu, combien ça coûte? J'ai pas vérifié avant. C'est peut-être un 500 pièces que ça coûte pour quelques mois au Mexique d'assurance. À peu près. À confirmer. Mais tu sais, pour vous donner une idée. Après ça, ben c'est les entretiens sur le véhicule, hein, les dépenses. Fait que entretien sur le véhicule, puis on s'entend que quand tu vis dedans, quand ta maison et ta voiture et ton bureau, tout ça, ben tu checkes pas sur l'entretien. Moi, je vais faire deux inspections complètes par année. Ben là, cette année, ça n'a pas été ça parce que j'ai pas utilisé là, durant l'hiver, mais normalement, je fais une inspection complète avant de partir pour l'hiver et une autre inspection complète en revenant de l'hiver, du long voyage. Et tu sais, ce qu'ils me disent, là, j'ai jamais chialé dire, ah, ben, je vais attendre un peu, je le ferai pas tout de suite. C'est comme, non, non.
Tu sais, des freins, j'en passe, j'ai fait changer souvent mes freins, là. C'est une dépense quasiment récurrente. Les pneus, ben, c'est comme à changer aux 2 ans à peu près. Tu sais, c'est comme parce que bon, mais je fais beaucoup de routes là, quand même. Et là, c'est que j'ai comme juste un set de pneus que je mets. Je mets pas de pneus d'hiver, hein. C'est comme des pneus 4 saisons qui sont plus robustes, un peu plus. C'est qu'en fait, un Ram Pro Master, ça reste pris sur du gazon mouillé, sur du planche, là. Si tu rentres sur ton terrain, si tu as un ami qui va te visiter, qui a un Ram Pro Master, puis que tu lui dis, va te stationner là sur le terrain, sur le gazon, puis qu'il y a une petite rosée du matin où il y a plu, ce n'est pas une bonne idée, il va scraper ton gazon. Parce que s'il y a des pneus normaux, les pneus d'origine qui viennent avec le RAM, c'est traction avant et le poids est tout en arrière. Ça fait que c'est une mauvaise... ça marche pas. Ça marche pas ensemble. Ça reste pris un peu partout. Ça fait qu'on a mis des pneus, j'ai mis des pneus un peu plus gros avec plus de grippe. Ça fait que ça aide beaucoup. Fait que maintenant, ben, je change plus hiver. Ça fait que c'est mes pneus qui sont là à l'année parce que même l'été, ben, je vais avoir si je fais de la trail, pas de la trail, pas besoin de faire de la trail avec un Ram Pro Master. Un chemin de terre, comme j'ai du gazon, ça se peut que tu restes pris. Fait qu'avec ces pneus-là, ça va franchement mieux. Je sais plus c'est quel prix, mais tu sais, c'est des prix de bons gros pneus, là. J'interromps quelques instants pour te rappeler que je suis une vraie conseillère en voyage puis que j'ai mon permis de l'Office de la protection du consommateur. Si tu as envie de m'encourager, rends-toi directement sur mon site genevièvevoyage.com pour réserver toi-même ton voyage, mais quand même avoir accès à mes services et conseils. Sinon, envoie-moi une demande de soumission pour un accompagnement complet. On retourne au podcast. Après ça, c'est quoi mes autres dépenses? Ben là, ma dépense de vie quotidienne. En fait, on s'imagine que dans une vanne, moi, je me suis déjà fait dire, ben toi, t'es chanceuse, t'as pas de dépenses. C'est pas vrai, parce que ma vanne, je la paye encore. Là. Tu sais, la construction, j'ai pas fini de la payer, puis ça, ben c'est un choix c'est un choix. Tu sais, j'ai mis ça sur la marge de crédit, fait que je continue à payer les assurances, mes affaires, ma vie quotidienne qu'on paye. Et c'est une vie plus simplifiée, mais en même temps plus compliquée. Tout est plus compliqué dans une vanne. Tu dois toujours réfléchir à penser plus loin que juste ton déplacement. Si, bon, OK, là, il me reste combien d'eau? Il faut que je trouve de l'eau. Quand je suis en Gaspésie, c'est facile, j'ai de la famille ici, j'ai pas besoin de me casser la tête. Mais sur la route, c'est quelque chose qu'on doit penser constamment. Il y a des endroits qu'il faut que tu payes pour remplir d'eau. Je suis capable, en autonomie d'eau, je fais, en prenant une douche à tous les jours, si j'économise, que je fais réellement très, très, très attention, je fais 7 à 10 jours. Mais, tu sais, 10 jours, j'ai peut-être sauté un soir de douche, là. Tu sais, fait que c'est comme plus un 7 jours, là, correct, facile, en prenant ma douche à tous les jours, en faisant de la vaisselle, mais en faisant quand même attention. Fait que il faut toujours justement réfléchir à ça. Et tout est plus compliqué parce que faire le ménage, c'est un petit espace. Mais t'es pogné dans des raccoins partout. Nous autres, quand on va dans un lave-auto puis qu'il y a un aspirateur, là, c'est la folie. On vide tout, on passe aspirateur à grandeur beaucoup plus facile. Mais parce que ça vient poussiéreux, c'est accepter de vivre dans un environnement qui peut être un peu chaotique parce que ben c'est petit, ça fait que s'il y a quelque chose qui traîne, tu le vois tout de suite en rentrant. Là, on s'entend, il y a plein de monde qui me disent ah, il va falloir que tu me montes ta vanne. Aucun problème, ça va me faire plaisir, mais tu vas voir, le tour est pas long à faire. J'ouvre la porte, tu peux juste comme glisser ta tête à l'intérieur, puis c'est oh, OK, d'accord. Fait que, tu sais, si t'as pas ramassé tes vêtements de la veille, on a tous dans une maison ou un appartement la fameuse chaise dans le coin de la chambre avec nos vêtements de la journée, nos pantalons qui sont encore bons pour une autre fois. Hein? On l'a tout. Mais dans la van, ben, cette paire de pantalons-là, elle va traîner. Là, maintenant, j'ai un sac qui est accroché au lit, puis là, je mets ça là-dedans. Mais ça reste que c'est toujours, j'ai tout le temps été quelqu'un de très, très organisé, rangé. Mais il y a toujours un petit chaos dans ma vanne. C'est comme ça et on est toutes dans la même situation. Puis c'est accepter de vivre dans de la poussière l'été, pas l'été, l'hiver au Mexique. Il y a du sable, il y a de la poussière et à un moment donné, tu dois faire un choix. Est-ce que j'utilise mon eau pour faire du ménage ou j'utilise mon eau pour me laver? Fait que la majorité du monde choisissent l'eau pour se laver, hein? Ce qui est normal, là. Fait que le ménage prend le bord, si on peut dire, à peu près. Moi, j'ai pas de grosses dépenses de camping parce que ben sur la route, on peut arrêter là. On peut aller des fois dans des campings quand on a besoin. Un camping aux États-Unis, ça va être entre 80 plus 90 à 170 $ US par nuit à peu près.
tu peux avoir des services à ce prix-là. Tu sais, mais c'est ça, c'est quand même assez cher. Fait qu'on y va pas tout le temps. Quand on va dans un camping aux États-Unis, c'est vraiment dans une vision de, OK, on se paye comme une petite vacance, un repos pour aller faire du lavage, tu sais, tout ça. Ça fait que si on a des travaux à faire, dans ces situations-là, on va se payer un camping aux États-Unis. Au Mexique, c'est la même chose. Si on se paye un camping, c'est parce que là, ben là, l'hiver passé, on avait besoin de vidanger nos eaux grises, eau noire. Ça fait que ça nous prenait une dump station, une station de vidange. Justement, quand on veut faire du ménage, se remplir d'eau, ça fait que là, on se paye un camping. Ça fait que le camping au Mexique, c'est entre 300 pesos jusqu'à 700 pesos, à peu près. Nous autres, on est habitués de payer. Un 350, c'est pas mal le prix qu'on réussit à trouver souvent. Souvent, il n'y a pas de service, pas d'électricité à ce point-là, mais tu sais, on réussit. Ça fait que là, 350 pesos, c'est à peu près 28-30 piastres, à peu près. Fait que, mais il y a des gens au Québec, des nomades, quand ils passent leur été au Québec, vont sur des campings pour la saison. Fait que là, eux, ils ont ce 1000-2000 piastres là, à payer. Je sais pas c'est combien pour une saison de camping. Fait que c'est peut-être même plus maintenant, là. Mais moi, j'ai pas cette dépense-là parce que je passe mon été en Gaspésie. Là, je suis au chalet chez mon frère. Tu sais, j'ai de la famille ici. Après ça, je vous dirais, tu sais, les dépenses, ça va ressembler à ça. Tu sais, c'est qu'on va avoir, c'est plus difficile de prévoir un budget, je trouve, en van versus une vie sédentaire en appartement. C'est sûr qu'en maison, en appartement, on peut toujours avoir une bad luck, quelque chose qui plante, puis qu'il faut, tu sais, bon, la toiture finalement est due pour être refaite, tout ça. Mais en van, ben, tu sais, un problème mécanique, ça peut facilement dégénérer rapidement, puis sur la route, tout ça. Puis on va se dire, les mécaniciens, quand on arrive dans un garage, qu'on est sur la route, ils savent qu'on veut repartir rapidement, ça fait qu'ils nous chargent la totale, là. Puis tu sais, tu t'estines pas, là. Tu le payes, puis c'est tout. Ça fait partie du budget de voyage, puis that's it, là. Ça fait partie de la vie, là. Ça fait que c'est beaucoup ça en van, je trouve que c'est souvent des surprises. Les dépenses, c'est souvent des surprises. C'est plus difficile à prévoir que ma vie que j'avais en appartement. Mais j'ai plus de compte d'électricité à payer. Mais finalement, avec tous mes changements de batterie que j'ai faits dans les dernières années, ben je peux vous dire que mon électricité me coûte plus cher que ce que Hydro-Québec me coûtait dans mon 3,5. Fait que, mais est-ce que ça me dérange? Non, absolument pas. J'adore ma vie de nomade, je suis super contente. Une autre chose à savoir sur la vie en van, c'est, ça va avoir l'air drôle, là, mais c'est accepter de vivre avec les odeurs. Et là, je parle pas juste d'odeur de toilette, là. Moi, comme je vous ai dit, tous mes réservoirs sont à l'intérieur. J'ai une toilette au compost, fait que séparateur, hein, liquide, solide. Et mon réservoir d'eau grise de lavabo est dans l'armoire. Un réservoir d'eau grise, l'été, quand il fait chaud, oh, c'est pire que la toilette. Ça sent le cadavre. Et parler à n'importe quel nomade qui a été sur la route, puis c'est pire quand tu roules, parce que si tu ouvres tes fenêtres, on dirait que ça rafale. Et là, tu as l'odeur constante, puis quand tu vides ça, c'est terrible. Ça sent le cadavre. C'est 100 fois pire qu'une odeur de toilette. Ça fait que, sachez-le, c'est accepter de vivre avec des odeurs. Faut pas oublier, moi, mon milieu de vie, donc mon lit, ma cuisine, ma salle de bain, tout ça, ma salle à manger, mon bureau, c'est probablement plus petit que votre salle de bain que vous avez à la maison. Fait que si je viens d'aller à la toilette, le temps que ça ventile toute cette histoire-là, ben c'est le milieu de vie au complet qui sent. Hein? Tu sais, je suis désolée de vous le dire, mais c'est une réalité de la vie, là. C'est comme ça. Tout le monde va à la toilette. Fait que c'est ça. Tu fais à manger, c'est la même affaire, hein. Tu sais, si tu te fais manger avec de l'ail, là, tu sais, quelque chose à mijoter, quelque chose, ben ton linge autour, ça se peut que ça sente. J'ai un fan de plafond que je fais marcher. Je vais ouvrir mes fenêtres. Mais ça reste que c'est un petit milieu de vie, donc toutes les odeurs restent dans la même place. Ça fait que c'est vraiment accepter de vivre avec les odeurs. Et j'ai pas trouvé de solution parfaite. J'ai un petit diffuseur d'huile essentielle qui aide beaucoup, chandelle aussi, mais c'est pas parfait. Mais par contre, encore là, je changerai pas ma vie. J'ai pas envie de retourner vivre en appartement. J'accepte tous ces petits compromis-là
parce que ça m'apporte beaucoup plus finalement au quotidien. Je retire beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Puis après ça, ça fait des histoires à raconter. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la vie en van? Ben, vous n'êtes pas obligé de vivre à temps plein, hein? Ça, c'est une première chose. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont dans leur van juste durant l'hiver. Le reste du temps, un peu comme mon chum, il a sa maison, il a ses affaires, mais l'hiver, on est ensemble. Là, cet hiver, c'était en autobus. Fait qu'il y a beaucoup de gens que c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une van non plus. On parle de van life, mais il y a des gens que c'est des campeurs portés qui vivent là-dedans l'année. J'ai rencontré des gens que c'était une roulotte ou un fifth wheel qui sont là-dedans l'année. Et il faut, en fait, il faut le faire pour soi. C'est la meilleure chose que je dirais parce que il va toujours avoir des gens pour vous juger et des gens pour vous dire que ça n'a pas de bon sens ou que non, c'est pas la van life, t'es pas dans une van, toi tu as du confort, du luxe. Mais si toi tu veux avoir de l'espace puis vivre dans un fifth wheel parce que tu as des enfants, puis peu importe, tu n'as même pas besoin de raison, mais fais-le parce que je te dis là, choisir ce mode de vie-là, être nomade, là, je te parle pas de partir en voyage. Je te parle de devenir nomade. Assurément, autour de toi, qu'il y a des gens qui ne comprendront pas ton choix. Et tu vas même peut-être perdre des amis. Ça se peut. Moi, ça m'est arrivé. J'ai perdu une amie. Sans rentrer dans le détail, là, on ne s'est pas chicané, rien, mais tu sais, elle comprenait pas si ça fitait pas avec elle, puis je l'aime encore profondément, mais nos chemins se sont séparés. Puis c'est comme ça. J'ai dû l'accepter. J'ai eu de la peine. J'ai eu énormément de peine de perdre cette amie-là, mais c'est la vie. Et en parlant avec d'autres personnes nomades à temps plein, ils me l'ont tout dit. Ils ont tous des gens dans leur famille qui comprennent pas, qui leur disent c'est quoi cette affaire-là, que ça peut créer des chicanes. Ils ont perdu aussi des amis, ça arrive. Les gens comprennent pas parce que ça sort de la norme et comme je vous ai dit au début, c'est vraiment vivre dans une zone grise, être nomade. Et en terminant, j'ai envie de te dire, c'est un peu la joke entre nous les nomades. Quand vous écrivez sur les groupes, je me cherche une van life, je veux m'acheter une van life. Hey, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Je vous en prie, arrêtez de dire ça. C'est comme si vous allez chez le concessionnaire de roulotte, de camping, puis vous vous dites, je veux m'acheter une vie en camping. Fait que, cherchez-vous une van pour vivre dedans. Cherchez-vous, peu importe qu'est-ce que vous cherchez, mais arrêtez de vous chercher, s'il vous plaît, une van life. Faites la traduction. Vous pouvez pas vous acheter une vie en van. Tout simplement. Vous pouvez le vivre, mais vous pouvez pas l'acheter, votre vie. C'est la nuance importante. Ça fait que là-dessus, j'ai envie de terminer là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça me fait toujours un grand plaisir de parler de mon mode de vie. Puis, j'ai quelques personnes, moi, qui m'ont aidé avant que je devienne nomade, qui ont répondu à mes questions. Puis ça m'a toujours rendu un grand service. Fait que gênez-vous pas et cherchez-vous pas une van life, mais cherchez à vivre votre vie pleinement, tout simplement. Merci d'avoir été là. Si tu veux m'aider à faire voyager le podcast encore plus loin, abonne-toi, laisse-moi une note ou un commentaire. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Geneviève Voyage, entre escale et inspiration.